Bienvenue à tous et merci beaucoup d'être là. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais mentionner quelque chose de très important. Récemment, YouTube a mis cette chaîne en shadow ban. Les vues ont chuté de façon spectaculaire, comme beaucoup d'entre vous l'ont remarqué. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que plusieurs d'entre vous ont écrit dans les commentaires que vous aviez été désabonnés sans même le savoir. Je le constate moi aussi. Certains jours, la chaîne perd plusieurs centaines d'abonnés d'un coup, ce qui n'était jamais arrivé avant. Et je sais très bien que je ne dis rien qui puisse fâcher autant de gens d'un seul coup au point qu'ils partent. Alors j'espère vraiment que la chaîne ne sera pas complètement supprimée. Mais comme on le sait tous, rien n'est jamais garanti. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça que je me prépare en me tournant vers Substack et Patreon. J'utilise les deux plateformes de manière interchangeable. Je les trouve excellentes. Elles se ressemblent sur beaucoup d'aspects. Vous y trouverez déjà des articles exclusifs, des vidéos sans publicité, des interviews sans publicité pour mes abonnés, et bientôt, il y aura des sessions de questions-réponses en direct et d'autres moyens de participer et d'échanger. Je mettrai donc les liens vers mon Substack et mon Patreon juste en dessous, et j'espère vraiment que beaucoup d'entre vous, voire tous, rejoindront ces deux plateformes pour qu'on puisse rester en contact, rester connectés au cas où il y aurait une purge sur YouTube. Très bien. Passons maintenant au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Comme l'a souligné le célèbre économiste américain Michael Hudson lors de notre récente interview, le système financier mondial a toujours reposé sur une hypothèse fondamentale. Et quelle est cette hypothèse? Eh bien, c'est que la demande pour la dette publique américaine serait toujours forte. Les États-Unis pouvaient accumuler d'énormes déficits, émettre des quantités massives d'obligations du Trésor, et les investisseurs du monde entier continueraient à les acheter. Mais aujourd'hui, on voit apparaître des signes de plus en plus clairs qu'un des acheteurs étrangers les plus importants de la dette américaine pourrait commencer à se retirer. Et cet acheteur, c'est le Japon. Les investisseurs japonais détiennent collectivement environ 1 000 milliards de dollars en bons du Trésor américain. Ce qui fait du Japon le premier détenteur étranger de la dette des États-Unis. Pendant des années, les capitaux japonais ont afflué vers les marchés financiers américains parce que les investisseurs avaient peu d'options vraiment attractives chez eux. Ils n'avaient pas vraiment beaucoup d'alternatives. Les obligations d'État japonaises offraient des rendements extrêmement faibles depuis des décennies. Et dans certains cas, les taux d'intérêt au Japon étaient même négatifs. Du coup, cela a poussé les fonds de pension japonais, les compagnies d'assurance et les grands investisseurs institutionnels à chercher de meilleurs rendements à l'étranger, à gagner plus d'argent, surtout aux États-Unis, parce que la dette américaine a toujours été considérée comme une valeur refuge. Mais aujourd'hui, les choses changent. Le système financier japonais est en train de vivre une transformation historique. L'inflation est revenue au Japon après des décennies de stagnation et de déflation, et la Banque du Japon a commencé à relever ses taux d'intérêt de manière beaucoup plus agressive qu'auparavant. Les rendements des obligations d'État japonaises à 10 et 30 ans ont grimpé à leur plus haut niveau depuis les années 90. C'est un changement spectaculaire pour un pays qui a passé des années coincé dans un environnement de taux ultra bas. La Banque du Japon devrait à nouveau resserrer sa politique monétaire le mois prochain en relevant peut-être le taux directeur de 0,75 à 1%. Et même si ces chiffres peuvent sembler faibles selon les standards américains, pour le Japon, la Banque centrale a passé des années à lutter contre la faible croissance et la déflation avec des taux proches de zéro, voire négatifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, la hausse de l'inflation et des coûts de l'énergie, merci Trump, oblige les responsables politiques
à aller dans la direction opposée. La guerre en Iran a joué un rôle très important dans ce changement, parce que la hausse des prix du pétrole accentue la pression inflationniste au Japon. Comme le pays importe une grande partie de son énergie, la flambée du pétrole se répercute rapidement sur l'ensemble de l'économie, ce qui fait monter les prix. Dans le même temps, le Premier ministre Fumio Kishida augmente les dépenses publiques pour stimuler la croissance et compenser le choc économique provoqué par la hausse des coûts de l'énergie. Mais plus de dépenses publiques, combinées à des prix du pétrole plus élevés, créent une pression inflationniste supplémentaire, ce qui rend de nouvelles hausses de taux plus probables. Du coup, à mesure que les rendements japonais augmentent, les investisseurs commencent à se demander s'il est encore nécessaire d'envoyer leur argent à l'étranger. Ils aimeraient bien que cet argent revienne au pays. Pendant des années, la logique derrière l'achat de bons du Trésor américain était très simple. Pourquoi garder son argent dans des obligations japonaises qui ne rapportaient presque rien, alors que les obligations américaines offraient des rendements bien plus élevés? Mais aujourd'hui, comme on le voit, les obligations d'État japonaises commencent à proposer des rendements plus intéressants, tout en évitant les risques de change et les incertitudes géopolitiques liées au placement à l'étranger. On voit déjà des signes que ce mouvement est en cours. Ce n'est pas quelque chose qui arrivera dans un futur lointain, c'est déjà commencé. En mars, on a d'ailleurs observé le plus fort afflux mensuel jamais enregistré vers les fonds d'obligations souveraines japonaises, ce qui montre que les investisseurs rapatrient de plus en plus leurs capitaux vers les marchés domestiques. Par exemple, Mark Dowding, directeur des investissements chez Blue Bay, a déclaré au Financial Times que les nouveaux capitaux investis ne seraient plus dirigés vers les obligations d'entreprises américaines ni vers les bons du Trésor américain. À la place, a-t-il expliqué, cet argent resterait au Japon et serait réorienté vers des actifs domestiques. Cette déclaration illustre bien l'ampleur du changement potentiel qui est en train de se produire dans les flux de capitaux mondiaux. Comme vous le savez sans doute, la demande étrangère pour les bons du Trésor a permis aux États-Unis de financer leur déficit croissant à des coûts d'emprunt relativement supportables. Mais si de grands acheteurs étrangers, comme le Japon, commencent à réduire leurs achats ou à rapatrier leurs capitaux, ce qu'ils ont déjà massivement fait, le département du Trésor pourrait devoir offrir des rendements bien plus élevés pour attirer les investisseurs. Et c'est là que réside le piège. Des rendements plus élevés signifient des coûts d'intérêt plus importants et donc moins de fonds. Des fonds pour les dépenses publiques, notamment les programmes sociaux. Ce problème commence déjà à se voir sur le marché obligataire. Plusieurs adjudications récentes du Trésor ont montré une demande plus faible que prévue. D'ailleurs, sur mon Substack et sur mon Patreon, j'ai publié récemment un article très détaillé où j'explique ce qui se passe en ce moment sur le marché obligataire, pourquoi il y a eu une énorme vague de ventes et ce qu'on peut attendre pour la suite. Résultat, le département du Trésor a récemment vendu 25 milliards de dollars d'obligations à 30 ans, avec un rendement de 5% pour la première fois depuis 2007. Avant cette période, aucune obligation du Trésor à 30 ans n'affichait un taux d'intérêt supérieur à 4,75%. Ce changement est historiquement important parce qu'il montre une inquiétude croissante des investisseurs face à la dette américaine à long terme, à la situation budgétaire des États-Unis et, bien sûr, à l'augmentation rapide de la dette nationale. Ce qui rend tout cela encore plus frappant, c'est la vitesse à laquelle le sentiment du marché a basculé. À la mi-février, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, juste avant que la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran ne s'intensifie,
La demande pour une émission du Trésor à 30 ans était, paraît-il, la plus forte de toute l'histoire de ces ventes. Mais quelques mois plus tard à peine, les investisseurs sont devenus beaucoup plus prudents et les adjudications du Trésor ont commencé à susciter une demande nettement plus faible. Si vous pensez que c'est une coïncidence, détrompez-vous. Les investisseurs obligataires s'inquiètent de plus en plus de plusieurs grands risques qui se produisent exactement en même temps. Et l'inflation, elle, reste persistante malgré les efforts de la Réserve fédérale pour la maîtriser. J'explique d'ailleurs ces raisons plus en détail sur Substack et sur Patreon, donc je ne vais pas me répéter. Mais le déficit budgétaire américain continue de se creuser rapidement. Les tensions géopolitiques augmentent l'incertitude sur les marchés mondiaux et les banques centrales étrangères, qui jouaient autrefois un rôle stabilisateur sur le marché des bons du Trésor, ont peu à peu réduit leur participation. En même temps, les obligations du Trésor se retrouvent en concurrence avec un afflux massif d'émissions d'obligations d'entreprise. Les grandes sociétés émettent elles aussi des montants énormes, ce qui oblige les investisseurs à choisir entre la dette publique et la dette privée. Cette concurrence pour le capital exerce une pression supplémentaire à la hausse sur les rendements. Et si les investisseurs japonais continuent de rapatrier leurs fonds, ce qui, à mon avis, est très probable, la situation pourrait devenir encore plus difficile pour les États-Unis. Une baisse de la demande étrangère pour les bons du Trésor obligerait probablement à faire monter encore les rendements parce que le Trésor américain devrait rendre ses obligations plus attractives. Autrement dit, il faudrait offrir de meilleurs rendements, donc augmenter les taux. Et cette hausse crée un cercle vicieux dangereux pour le système financier américain. C'est un piège, comme je l'ai déjà dit. Des rendements plus élevés augmentent le coût de l'endettement de l'État. Les paiements d'intérêts sur la dette nationale atteignent déjà environ 1 000 milliards de dollars par an. Et quand ces coûts d'intérêt augmentent, les déficits budgétaires s'aggravent encore. À leur tour, ces déficits plus importants obligent le Trésor à émettre encore plus de dettes, ce qui peut faire grimper les rendements davantage. Cela crée donc un cycle de plus en plus difficile à contrôler ou à briser. Le département du Trésor a récemment annoncé qu'il s'attendait à emprunter encore plus d'argent ce trimestre que prévu, parce que les rentrées de fonds de l'État ont été plus faibles qu'espéré. Pour beaucoup d'analystes, c'est un signe de plus que l'émission de dette va continuer à croître rapidement dans les années à venir, puisque, évidemment, le gouvernement américain doit disposer de fonds pour financer ses activités. Pendant des décennies, les États-Unis ont profité de la position unique du dollar comme monnaie de réserve mondiale. C'est toujours le cas, mais bien sûr, cette position s'affaiblit. Les bons du Trésor américain ont longtemps été considérés comme l'actif financier le plus sûr du système mondial, et les investisseurs étrangers ont constamment contribué à financer les déficits des États-Unis. Et si quelqu'un vous dit le contraire, c'est sans doute qu'il ne comprend pas vraiment comment fonctionne le système financier américain. Il est bel et bien financé par des capitaux étrangers. Mais les conditions financières mondiales évoluent très vite et le virage du Japon vers des rendements domestiques plus élevés pourrait devenir l'un des tournants les plus importants de ce processus. Alors, si le plus grand détenteur étranger de la dette américaine commence à rapatrier progressivement ses capitaux, les conséquences pour Washington, pour Wall Street et pour l'économie mondiale pourraient être considérables. Parce qu'une fois que les coûts d'emprunt commencent à augmenter dans un système très dépendant de la dette, les pressions financières peuvent se propager très vite à l'ensemble de l'économie. Michael Hudson a partagé d'autres analyses à ce sujet dans notre récente interview que je mettrai en lien dans la description ci-dessous. Je vous recommande vivement d'aller la regarder ensuite.
J'espère que cette courte mise à jour vous a paru intéressante et utile. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je lirai la section des commentaires et j'essaierai d'y répondre dans mes prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir été là. J'apprécie vraiment le temps que vous m'accordez. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.